Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, après vous avoir longuement parlé du trop ceci, trop cela, j'ai décidé de passer au combien et je vais donc vous dire combien faut-il avoir de boîtiers, d'objectifs ou de logiciels en photo pour s'en sortir quand on est un amateur plus ou moins éclairé, expert et surtout passionné de photographie. Alors, bon, pourquoi combien? Parce que je vous ai quand même longuement parlé ces derniers jours de tous les excès que je rencontre alors pas chez vous nécessairement qui m'écoutez là, mais d'une manière générale, tous les retours lecteurs que je peux avoir, on est souvent dans l'excès. Alors aujourd'hui, je voulais quand même essayer de quantifier un petit peu ça, parce que sinon, je me suis dit, je vais peut-être passer pour quelqu'un qui est, voilà, qui limite tout à peu de choses, et c'est pas l'idée, parce que j'ai aussi un plein sac de matériel photo, donc je voulais vous en parler un petit peu. Alors, je vais commencer par les boîtiers, parce que souvent j'ai ces questions-là, c'est en fait j'ai un boîtier, est-ce que j'en rachète un autre? J'ai déjà tel modèle, mais je voudrais un autre modèle pour faire autre chose. Alors, combien est-ce qu'il faut avoir de boîtiers quand on fait de la photo? Alors déjà, l'idéal, c'est d'en avoir un, parce que sans boîtier, vous n'allez pas aller bien loin. Maintenant, entre en avoir un et en avoir 10 ou 15, il y a une bonne limite. 10 ou 15, on est probablement plus dans la collection. Mais ce que je pense, moi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus un seul boîtier qui passe partout. On a de plus en plus plusieurs appareils qui répondent à des besoins différents. C'est pas vrai qu'en photo, ça, si vous regardez, on retrouve ça dans pas mal de domaines où on voit chez les fabricants une segmentation des gammes dans plein d'appareils, alors particulièrement les appareils électroniques. Il y a une segmentation et on se retrouve à avoir plein d'appareils pour faire plein de choses. Si vous regardez, je sais pas, prenez la télé par exemple, avant on avait une antenne râteau sur son toit, on avait une télé et puis on avait les chaînes qui voulaient bien arriver. Aujourd'hui, on a la télé, on a le satellite, on a le câble, on a la box internet, on a je sais pas quoi, le disque multimédia, voilà, on a plein de choses pour répondre à des besoins différents. Alors, on a ou on n'a pas, mais on peut avoir. Et en photo, c'est pareil, il y a différentes gammes et différents types d'appareils photo qui répondent à des besoins différents, et la question se pose de plus en plus de savoir est-ce qu'il faut avoir tout ça ou pas. Alors, pour vous donner un exemple très concret, en ce qui me concerne, j'ai 3 appareils photo que j'utilise régulièrement, je ne vais pas dire au quotidien, mais très régulièrement. J'ai un réflexe plein format, j'ai un hybride qui est un APS-C, et puis j'ai tout bêtement un smartphone qui est aussi finalement un appareil photo et que j'utilise à peu près aussi régulièrement que les deux autres. Pourquoi j'ai 3 boîtiers comme ça? Un boîtier pour le smartphone, on se comprend. Et pourquoi j'en ai 3? Parce que j'ai des besoins différents. Quand je fais des photos de danse, du sport, voilà, toutes les choses qui remuent, j'ai besoin du réflexe, parce qu'aujourd'hui c'est encore le seul qui me donne la réactivité en autofocus, voilà, tout ce qui va bien pour répondre à ces besoins-là, et puis les optiques que j'arrive à mettre dessus. Donc ça, c'est celui qui me permet de répondre à ces besoins-là. Quand j'ai besoin de faire soit des photos de danse, de théâtre, tout ce qui est spectacle vivant, quand il y a peu de lumière en intérieur et que je dois être discret, c'est l'hybride, parce qu'il n'y a pas plus discret qu'un hybride aujourd'hui, hein, ça monte en sensibilité, donc c'est pas un problème de capteur. Et puis en termes de silence de fonctionnement, c'est silence absolu, puisque l'hybride, je peux carrément couper l'obturateur, passer en obturation électronique, et là j'ai zéro bruit. Comme je vous disais récemment, c'est même plus discret qu'un IKM, donc c'est dire que ça fait pas de bruit. Et puis pourquoi j'ai un smartphone? Parce que c'est ce que j'ai toujours dans la poche. Et que parfois j'ai besoin de faire une photo, enfin j'ai l'occasion de faire une photo alors que je n'ai pas d'autres appareils photo sur moi. Donc je peux la faire avec le smartphone. Il y a des occasions où c'est le seul que j'emporte. Quand je suis en vacances par exemple. Il y a des situations, je sais pas, moi, vous êtes au bord de la plage, ça m'arrive, je n'ai pas envie de trimballer un réflexe ou même un hybride parce que il faut se le trimballer, que c'est pas nécessairement le bon moment, qu'il y a du sable, il peut y avoir des vagues, de la flotte, de ce qu'on veut. Et donc le smartphone, il est beaucoup plus facilement dans une poche. Aujourd'hui, il y en a même qui sont étanches. Et voilà, donc on s'en sert beaucoup plus facilement. Quand je suis en moto, je n'emmène pas toujours un appareil photo parce qu'il faut que je prenne un sac et que j'ai pas toujours envie de prendre un sac, ou s'il se met à pleuvoir ou autre. Donc le smartphone, lui, est toujours dans la poche. Donc je peux toujours faire des photos. Et puis, je reconnais qu'au-delà de l'aspect pratique, il y a aussi un style de photographie au smartphone qui est très intéressant, sur lequel moi, je travaille pas mal à titre personnel, et qui donne des résultats excellents aujourd'hui, donc ça m'intéresse de creuser ça. Donc, vous voyez, il y a pas, je ne vais pas dire finalement là pour le coup 3 c'est trop, mais on peut avoir autant de boîtiers qu'on veut, tant que c'est justifié et
posez-vous la question, si vous avez plusieurs boîtiers, est-ce que vous savez justifier tout ce que vous avez? Alors, si vous me dites je les justifie parce que moi c'est mon plaisir d'acheter du matos photo, de le collectionner ou de dépenser mes sous comme ça, alors je vous arrête tout de suite, vous avez raison, là j'ai absolument rien contre ça, les vendeurs encore moins, mais on a quand même le droit de se faire plaisir. Maintenant, si vous me dites j'ai 3 appareils photo, mais parce que le premier allait pas, j'ai acheté le deuxième, j'ai acheté le troisième, nanana, souvent vous en avez 2 en trop, quoi. Donc voilà, il faut se poser ces bonnes questions-là. Ensuite, on va parler objectifs. Alors, les objectifs, c'est pareil. Combien faut-il avoir d'objectifs? Là aussi, souvent, vous me dites j'ai tel objectif, tel objectif, tel objectif. Je reçois des messages, des fois, la personne qui m'écrit, elle me sort 5 ou 6 objectifs, souvent très bons. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois acheter? Bah, j'en sais rien. Moi, si j'ai tout ça, c'est déjà plus que ce que j'ai moi. Pour moi, ça couvre tout. Il y a des courtes focales aux plus longues focales, des grandes ouvertures, des petites ouvertures, du stabilisé, du pas stabilisé, il y a tout. Quand vous avez tout ça, honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre, moi, mais souvent, je vous réponds d'ailleurs, bah, j'en sais rien, parce que je ne sais pas ce qui vous manque par rapport à votre besoin à vous. Alors, moi, pareil, j'ai recensé mon parc d'optique pour préparer la vidéo. Alors, je n'ai pas été totalement exhaustif parce que j'ai des vieux nanars que je n'utilise plus. Mais dans ce que j'utilise couramment, en fait, j'ai 5 objectifs pour mon réflexe. Donc, j'ai 2 zooms, un 24-70, un 70-200. Et j'ai 3 focales fixes, un 20 mm, un 35 et un 50. Alors j'ai un 24 aussi, mais le 24, voilà, je suis en train de voir ce que j'en fais parce que il commence un peu à vieillir, donc voilà, j'utilise plus trop. Donc je l'ai un peu mis dans la case, je m'en sers plus. Mais ceux dont je me sers couramment, c'est ces trois-là. Et puis sur les brides, j'ai 3 optiques. J'ai un 18-55-2.8 qui me permet de couvrir l'équivalent de 24-70 en plein format. J'ai un 23 et un 35. Le 23, c'est un équivalent en 35 mm, le 35, c'est un équivalent en 50. Et ça, c'est en fixe, en ouverture f2, tout temps, donc voilà, ça marche. Et puis sur l'iPhone, j'ai l'optique de l'iPhone, je ne peux pas la changer. Donc voilà ce que j'ai, et déjà, je trouve que j'en ai beaucoup finalement, parce qu'avec ça, je peux déjà faire beaucoup de choses. Passer de 20 mm à 200 mm sur un réflexe, c'est déjà une latitude, enfin je peux jouer à plein de choses avec. Donc je ne peux pas dire que j'en ai trop parce que, vous voyez, pour le coup là, j'utilise vraiment toutes ces optiques pour des types de photos bien précis. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de m'acheter un 200-500 par exemple, alors qu'il est très bien, que j'ai testé, que j'ai rien à dire dessus, que c'est un super rapport qualité-prix, mais moi j'en ai pas le besoin. Donc je ne vais pas l'acheter en me disant tiens, il me manque. Ou tiens, je vais me mettre à la photo animalière parce que comme ça va me permettre d'acheter le 200-500. Non, la photo animalière, moi, c'est pas mon truc et du coup, je vais pas l'acheter pour ça. Ensuite, donc le troisième point, parce que là aussi, vous me faites beaucoup de retours, c'est combien il faut avoir de logiciels photo. Alors là, je reçois des choses, mais des fois, je sais pas non plus quoi vous répondre parce que des personnes qui me disent voilà. Je récupère mes photos dans, je sais pas, Transfer ou VioNX chez Nikon, mais je les passe dans DxO pour les développer parce que je les remets après dans Lightroom pour faire je sais plus quoi, et puis après je les repasse dans ACDC pour faire autre chose. Alors sincèrement, si vous aimez les choses compliquées, allez-y. Mais alors l'informatique, honnêtement, c'est déjà assez compliqué comme ça à la base. Hein, moi, c'est mon parcours professionnel, donc je vois un petit peu de quoi je parle. C'est déjà assez compliqué comme ça pour beaucoup, c'est pas naturel pour plein de gens en plus, informatique, voilà, faut être un peu tombé dedans. Alors si en plus, pour traiter vos photos, vous utilisez 2, 3, 4 ou 5 logiciels, vous aimez vous faire du mal, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même ça. Donc là, je vais être un peu direct, mais pour moi, combien faut-il avoir de logiciels aujourd'hui quand on a un usage amateur-expert, j'entends, hein? Eh bien, pour moi, c'est un seul. Parce qu'avec un seul logiciel bien conçu et bien choisi, vous allez pouvoir récupérer vos photos, donc vider la carte, trier les photos, les sécuriser, les traiter, les retoucher légèrement. Vous savez la différence que je fais entre traitement et retouche. Je ne vais pas épiloguer ici, mais j'en ai parlé. Et vous allez pouvoir les publier, faire des bouquins, tout ça. Alors, quand j'ai dit ça, vous dites, ça y est, tiens, il est en train de nous revendre Lightroom. Alors oui, je vous revends un peu Lightroom, mais en même temps, je gagne rien quand je vous vends Lightroom, c'est pas l'idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le type de logiciel, tout en un, qui permet de répondre à tous ces besoins-là. Il y en a un autre, c'est Capture One Pro, qui fait à peu près la même chose, sauf les modules publication, géolocalisation, tous ces trucs-là, donc un peu plus limité.
Je vais pas revenir sur les logiciels aussi, puisque j'ai fait un sujet là-dessus. Mais voilà, moi, aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas besoin de plus de logiciels que ça. Alors la seule exception que je ferai, c'est si vous avez des besoins bien particuliers. Alors, certains me disent, moi je fais du panoramique. Alors le panneau, on peut en faire dans les logiciels classiques. Lightroom, il y a un module de fusion panoramique qui marche plutôt bien. Maintenant, si vous avez des besoins très particuliers et très experts pour faire du panoramique, il y a des logiciels pour faire du panoramique qui sont meilleurs, et ça, effectivement, ça peut être une bonne option pour vous. De la même façon que, je sais pas moi, si vous avez, quoi je peux penser, si vous avez des besoins pour faire de la fusion HDR par exemple, le module de fusion HDR de Lightroom fonctionne très bien, mais il y a des compléments aujourd'hui que l'on peut utiliser. Alors ça s'appelle de mémoire, je crois que c'est LR Enfuse, qu'on peut acheter pour compléter Lightroom, et qui va beaucoup plus loin aussi dans les capacités. Donc voilà. Je ne vais pas aller sur le débat du bruit avec Lightroom versus DxO, parce que bon voilà, DxO dans l'absolu est un peu meilleur pour la gestion du bruit. Maintenant, Lightroom est venu à un niveau tellement bon que c'est un peu un débat d'experts. Donc tout ça pour vous dire que, à part d'avoir un besoin bien spécifique comme ça, on n'a pas besoin d'avoir plus de logiciels. J'ai discuté avec un photographe récemment, un ami photographe pro, qui me disait, moi j'ai un logiciel complémentaire à Lightroom, c'est un logiciel qui me permet de faire la mise en page de mes livres pro. Quand je fais du mariage par exemple, ou du studio, j'ai ce logiciel-là qui me permet de gagner du temps, parce qu'il fait les mises en page, il connaît tous les modèles de tous les marchands de livres pro sur la planète, donc c'est bien. Voilà, parce que là, cette personne, elle a identifié un besoin bien particulier, et elle le couvre avec un logiciel bien particulier, ce que ne fait pas Lightroom. Lightroom, il fait du livre soit format basique, soit intégré à Blurb, mais il ne fait pas tout le reste. Donc, voilà l'idée. Alors, vous voyez où je voulais en venir, c'est que quand on commence à quantifier un petit peu les choses, ça devient super intéressant, parce qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est toujours, je me rabâche avec ça, mais voilà, moi je vous incite toujours à réfléchir sur votre pratique, sur vos achats, sur tout ça, parce que c'est important, puis c'est des sujets, ça change un peu de parler toujours de technique photo aussi, c'est des sujets intéressants. Et c'est important de quantifier toujours ce que l'on fait, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'achète ça, pourquoi j'achète pas ça. D'autant plus que le matériel photo, c'est quand même un budget, et qu'aujourd'hui, quand je vois le prix des optiques qui devient stratosphérique pour certains modèles chez Nikon ou chez les autres, quand on commence à parler de 1500, 2000, 3000 euros pour une optique, il y a quand même 2-3 questions à se poser. Si vous l'utilisez tous les jours, allez-y. Si c'est pour faire 10 photos par an, ça fait à 3000 euros, ça fait quand même 300 euros la photo. Donc on réfléchit un peu. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour clore un peu ce débat, ce thème de cette semaine sur tout ce qu'il faut acheter, pas acheter, la quantité de choses qu'on trimballe, qu'on utilise ou qu'on veut, et puis pour vous dire aussi, je ne justifie pas, mais pour expliquer pourquoi la teneur de mes réponses, en fait, quand vous m'envoyez des questions en disant qu'est-ce qu'il faut acheter, et peut-être que vous vous dites parfois, tiens, il me fait une réponse, c'est pas trop ce que j'attendais, quoi, mais parce que voilà, il n'y a pas toujours la réponse. Pour conclure pour aujourd'hui, je voulais changer de sujet, mais je ne voulais pas manquer de vous présenter le bouquin qui est derrière. Alors, j'ai un peu de retard pour vous en parler, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai. Comme ce livre a une histoire, il faut quand même que je vous en parle. Donc ça s'appelle « Tous photographes sur le terrain ». C'est écrit par Jacques Croiset. Alors Jacques Croiset, si vous ne le connaissez pas, il a déjà écrit ce bouquin-là, qui s'appelle « Tous photographes », tout court. Donc ça, son premier livre à Jacques, alors ça c'est la deuxième édition, il y avait eu une première édition, ça c'est la deuxième édition qui date de 2 ans, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc ce premier bouquin, c'est toutes les bases de la photo, la théorie, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur la profondeur de champ, la netteté, tous ces trucs-là, jusqu'au traitement des photos. Ce bouquin, moi j'ai adoré, ça s'appelle 58 leçons pour réussir vos photos, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin-là, il a très très bien fonctionné. Et alors pour la petite histoire, Jacques Croiset, que certains ont peut-être vu d'ailleurs sur le stand au salon de la photo, c'est aussi un lecteur et un membre surtout de Nikon Passion, puisqu'il a écrit plusieurs tutoriels qui sont sur le site. Donc si vous cherchez sur le site, vous savez la barre de recherche en haut à droite, vous cherchez Croiset, donc C-R-O-I-Z-E-R, vous allez retrouver ces tutos. Et puis, donc, il intervient sur le forum et très régulièrement, il répond à des questions techniques ou des questions photos que vous posez. Puis, il est là quasiment tous les jours. Il est sur la page Facebook aussi très souvent. Donc, vous pouvez le retrouver et c'est sympa. Voilà, moi, je trouve sympa de dire, tiens, il y a
quelqu'un qui participe à la vie de Nikon Passion, qui est en plus auteur de bouquins qui sont de bonne qualité. Donc profitez-en parce que il fait ça en plus en toute sympathie, c'est vraiment cool. Et donc ce deuxième livre, alors je ne vais pas vous en parler bien longtemps aujourd'hui parce que je vais prendre le temps de rentrer dedans à fond, mais ce deuxième livre qui s'intitule donc Tous photographes sur le terrain, c'est un peu la suite du premier. C'est-à-dire que là, vous passez de tout ce qui est notion théorique, apprentissage des bases, à pratique sur le terrain. Donc là, vous voyez que typiquement, Jacques, il vous emmène faire de la photo de paysage, du spectacle, de la street photographie. Il y a de la photo de nuit, voilà, il est lyonnais si je dis pas de bêtises, donc il est souvent il y a la fête des Lumières à Lyon par exemple, il y a ces choses comme ça, donc il a fait pas mal de choses. Il y a eu des feux d'artifice, il y a eu des trucs comme ça dans toutes les images qu'il nous a passées. Il fait aussi de la photo d'oiseaux, il y a un tuto sur la netteté des photos avec des photos d'oiseaux par exemple. Voilà, donc je vous le feuillette rapidement, alors c'est pas une revue, hein, honnêtement, c'est juste pour... Ça passe? Oui, je sais pas, c'est un peu blanc. C'est juste pour vous montrer un peu la teneur du livre, mais c'est bien illustré. Alors en plus, Jacques, il a une particularité, c'est qu'il aime bien tous les petits schémas. Donc il y a énormément dans ses bouquins, bon, on voit rien, il y a énormément de petits schémas. Vous voyez, des choses comme ça qui sont très explicatives. Alors vous voyez ou pas, du coup, si, un peu comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est bien foutu, donc ça permet de mieux comprendre souvent. Vous voyez, quand il parle de cadrage, par exemple. Alors tiens, là, faites la copie d'écran si ça vous intéresse, là, sur la vidéo. Voilà, les cadrages pour le portrait. Bon, bah, je trouve que c'est bien parce que souvent on dit un petit schéma, ça vaut mieux qu'un long discours. Bah, là, c'est le cas, quoi. C'est qu'on comprend tout de suite la différence entre un portrait en pied, un plan américain, un plan de taille ou un très gros plan. Donc, voilà. Alors, je vais vous en parler prochainement. Je suis un petit peu en retard pour le traiter. Mais ça arrive, je vous mets les liens dans tous les cas dans la description de la vidéo, donc vous aurez le premier qui reste toujours d'actualité, le deuxième, alors pareil que hier pour le coup du carnet Moleskine, vous prenez le premier, vous prenez le deuxième, vous mettez les deux dans un paquet cadeau et pour les fêtes, vous avez de quoi soit offrir, soit vous offrir. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Demain, c'est la séance de questions-réponses. Donc, il est encore temps de m'envoyer vos questions. C'est l'adresse nikonpassion.com/questions sans S. Faites vite parce que ça approche. Et puis, voilà. Donc, je vais revenir sur tous les sujets de la semaine. Et puis, je vais prendre les questions les plus pertinentes. À demain. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.